Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, Radio de la Tolérance et de la Proximité. Au cœur du Maroc. Avec vos fidèles serviteurs, Abdelatif Sadr à l'animation, le média à la technique, Abdelhamid Chariet, l'éditorialiste, notre correspondant à Paris, et le professeur Abdelatif Al-Fekkak, notre correspondant à Casablanca. On vous dit bienvenue dans votre émission de proximité. Attendons de rentrer en contact avec nos invités. Comme ça a été annoncé la semaine dernière, nous serons en direct à la nation européenne au Sahara autonome du Maroc avec presque le bureau de cette association. On vous laisse avec cette pause musicale. Moulay Hamidi, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour Monsieur Sedeki. Oui, bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Bienvenue à l'association Sésame. Je souhaite dans un premier temps, s'il y a matière, de nous présenter un petit peu les personnes qui sont avec vous dans le bureau et une petite aperçu sur l'association Sésame France. Oui, Monsieur Abdeltef, merci de nous avoir accueillis au sein de votre antenne. Je saisis l'occasion de souhaiter un bon Ramadan à tout le monde, à ceux qui nous écoutent, et j'espère que ce Ramadan soit celui de la paix, de la fraternité pour tout le monde. Je me présente, je suis le secrétaire général de la coordination européenne du Sahara marocain. Cette coordination est une organisation de développement et de défense des droits de l'homme. Les projets sont pilotés par ses sections en France, en Europe, aux États-Unis et sa direction générale de coopération au Maroc. Notre objectif de base, c'est le soutien aux projets de développement durable des régions autonomes du Sahara marocain, de lutter ou de participer à la lutte contre les mouvements séparatistes dans le cadre du droit international. Pour nous, le mot séparatisme rime avec terrorisme. Il convient que nos actions soient
orientée vers le respect de la souveraineté des États et de la défense de leur intégrité territoriale. Sésame International concourt à la contribution au programme d'aménagement des territoires, de protection de l'environnement, en partenariat avec les associations locales et les services publics. Parfait. Donc, pouvez-vous nous faire une présentation des personnes qui sont avec vous? Alors, donc, actuellement, je suis en présence de Monsieur Jmouhi Mohamed, vice-président de la coordination. Tout à l'heure, nous aurons également en ligne probablement le secrétaire général de la DGC, de la Direction Générale de Coopération à Rabat. Et donc, nous essayons ensemble de partager les tâches. Nous avons au sein des sections en Europe plusieurs membres actifs, à savoir que nous avons la section de Paris, Monsieur Hacham Abderrazak, en même temps président des Franco-Marocains d'Île-de-France. Nous avons également donc au niveau de Bruxelles, Monsieur Abdelmajid Kebaili, président de la section Sésame Bruxelles, Monsieur Nordin Benzid, président de Sésame Liège, Madame Aziza Saeli, présidente de Sésame Séville, Monsieur Mohamed Ben Moussa, président de Sésame Madrid, Monsieur Rachid Faris, président de Sésame Tarragona Barcelone, Madame Ulia Gri Rachida, présidente de Sésame Francfort Berlin, Madame Bodil Understood, présidente Sésame Stockholm, Monsieur Abdallah Boutefes, président Sésame Londres, Madame Mimi Bradley, président Sésame Floride, et Monsieur Jamal Ryan, président Sésame Amsterdam. Une très belle organisation à l'échelle internationale qui travaille pour l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Nous sommes en direct avec le professeur Abdelatif Fkak qui souhaite vous poser une question. Oui, bonjour monsieur, je suis de Casablanca. Oui, monsieur le professeur, vous allez bien Oui, très bien. Alors, ça fait plaisir, ça fait du beau monde et une association, je dirais, de la société civile se mesure par le poids de ses membres et dans ses réseaux au niveau international. Je voulais vous poser simplement une question. Le Sésame International aujourd'hui est une organisation européenne de développement et de défense des droits de l'homme qui est pilotée par ses différentes antennes, sections en France, en Europe et aux USA, coopère étroitement avec le Royaume du Maroc qui adhère totalement aux conditions des conventions internationales de la défense des droits de l'homme et du citoyen. Comment pensez-vous sensibiliser les Maghrébins et les Africains en général aux difficultés d'immigration et de les inciter à investir dans le cadre du co-développement, dans les joint ventures, pour retarder les risques des mouvements migratoires en raison des points d'eau qui demain poseront problème avec la sécurité de type alimentaire. Alors les mouvements risquent d'être incontrôlables, l'image des flux risque d'être à l'italienne. Quelles sont peut-être les mesures, je dirais, préventives ou éducatives que vous prendrez pour régulariser les flux, ou alors vous exigerez des quotas annuels pour chaque pays? Comment allez-vous faire? Voilà la question. Écoutez, cher monsieur, ça vous donne une idée un petit peu de l'ampleur. Question internationale, la réponse est peut-être qu'internationale. Très bien. Je saisis bien la portée de votre question, à la fois politique et d'ordre économique et social. Je saisis dans un premier lieu de rebondir sur le premier volet de la question qui est celui d'ordre statutaire, celui de l'accompagnement des populations africaines par rapport à un programme de sensibilisation sur les difficultés de l'immigration. Nous avons dans nos objectifs intermédiaires la préoccupation principale, c'est de veiller à la contribution à l'insertion sociale des populations locales et étrangères dans les régions africaines, que ce soit de l'Afrique du Nord au niveau du Maghreb, en passant par les zones sahariennes, les provinces du sud du Royaume du Maroc, le Sahara marocain, par le Sahel,
et jusqu'au en Afrique équatoriale. Nous cherchons à ce que nos actions soient accompagnées par des programmes de sensibilisation de lutte contre le terrorisme dans les régions sahariennes du Maghreb et du Sahel, par une veille scientifique et technique de sécurité et de paix dans ces régions. On essaie donc de participer au développement rural, agricole et agro-industriel par le montage de projets, par la sensibilisation des sociétés locales, des associations locales et leurs réseaux pour leur donner les outils de base, à la fois en termes de formation, d'accompagnement sur l'ouverture à des compétences et par rapport à la logistique aussi, par la mise en place d'unités de petites coopératives artisanales et industrielles dans le cadre de ce volet sécuritaire au niveau de l'aspect d'autosuffisance alimentaire. On cherche à participer au développement rural, agricole et agro-industriel par l'enrichissement culturel des enfants, des jeunes hommes et femmes dans les régions sahariennes. On continue à sensibiliser les Maghrébins et Africains en général aux difficultés de l'immigration, en les incitant à investir et à vivre dans leur pays. C'est-à-dire que pour tout groupe, pour tout réseau local qui a une base logique dans laquelle il peut contribuer au développement économique de leur pays, on peut leur donner les outils de base à travers l'organisation de chantiers internationaux de la jeunesse et également à travers la mise à niveau sur les questions sécuritaires et sur la formation professionnelle. C'est pour cela donc qu'on organise des voyages, des chantiers internationaux d'échange de savoir et de savoir-faire au profit des jeunes pour la découverte du patrimoine du Maghreb, du Sahel, du patrimoine africain en général, et également pour organiser des rencontres scientifiques internationales qui vont plébisciter nos actions et soutenir les actions d'aide aux personnes âgées et les actions intergénérationnelles. Très bien. Merci. Donc, je pense que nos actions dans ce sens-là continuent à travers plusieurs intervenants qui sont de plusieurs corps de métier. Notre vision, c'est une vision transversale, globale. On a privilégié cette vision de transversalité parce que l'approche sectorielle a montré ses limites. C'est dans ce cadre que nos contribuables, dans le sens où les actions de participation sur nos chantiers qui sont programmés sont de différents horizons, des ingénieurs, des techniciens, des cadres et également des politiques. Donc on cherche à faire le lien entre à la fois nous, en tant que société civile organisée dans le sens où on cherche à ce que des actions soient de plus en plus avec une grande portée et une ampleur au niveau international, et en même temps à être le lien entre les politiques, à la fois les politiques européennes, les politiques africaines et au niveau des politiques, des programmes des Nations Unies pour le développement. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Voilà. Si vous permettez la parole à mon collègue, Monsieur Jomouhi Mohamed, qui va embrayer sur la question, qui va donner plus d'explications sur la partie sécuritaire et sur la partie la partie de la Banque mondiale appelle le stress hydrique.
C'est-à-dire que dans une dizaine d'années, on va manquer de points d'eau et on va manquer d'un problème de la sécurité alimentaire parce que la Chine va consommer dans 10 ans pratiquement 60% de l'agriculture mondiale et forcément l'absence d'eau, l'absence de sécurité alimentaire va créer un mouvement vers le nord des populations. Voilà. Oui, nous avons déjà évoqué, enfin certains évoquent ce genre de scénario catastrophique où il y a une pénurie d'eau, voire parler de la guerre de l'eau. Ce genre de scénario qui pourrait être assimilé à un apocalypse, nous sommes confiants de ne pas tomber dans le piège et d'être dans l'attentisme à voir ce genre de scénario se produire. Nous sommes au devant de tout ce genre de scénario qui serait peut-être amené. Allô? Oui, moi je vous écoute. Donc, je disais que on essaie donc de rassembler toutes les équipes scientifiques qui vont à la fois donner des signaux, des signaux d'alarme sur les points critiques à ne pas dépasser en termes de prélèvement des eaux au niveau des nappes phréatiques souterraines. Donc des études sur les bassins hydrologiques ont été effectuées sur plusieurs zones. Nous-mêmes, nous avons participé à la sécurisation de certains parcours de transhumance au niveau donc du Sahel pour garder le patrimoine du pastoralisme et également sécuriser justement l'existence de base de ces agriculteurs nomades qui se déplaçaient au fil des années depuis l'existence de l'agriculture paysanne en Afrique du Nord. Nous avons cherché à ce que les systèmes ingénieux qui ont été mis en place dans le cadre de la préservation des ressources en eau et dans le cadre du partage et de la gestion de l'eau soient mis à un niveau scientifique et technique qui pourra être une base sécuritaire sine qua non pour le développement durable de ces régions. Oui, Moulafid, s'il vous plaît. Donc, il y a le temps presse et donc il y a une troisième question qui va être posée à Monsieur le Vice-président par Hamid Chriet qui est en ligne, notre éditorialiste, notre correspondant à Paris. Hamid, à toi la parole. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Pluriel. Alors, comme vous le savez, l'initiative royale de la politique d'immigration et de la migration du Royaume du Maroc qui était de régulariser les sans-papiers africains dans le cadre, comme vous le savez, de la solidarité politique sud-sud. On voit bien que, en dehors des quotas d'immigration, que vous inspire-t-elle en matière de droits de l'homme de donner aux Africains, d'abord, une dignité professionnelle, quand on voit comparer à d'autres pays, et un statut civil au Maroc? Et ma deuxième question qui suit, c'est que pensez-vous aussi des ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc qui déterminent sa décolonisation de l'Espagne et aujourd'hui accusés avec des confusions, disons, d'expressions politiques qui sont inappropriées, telles que par exemple le non-respect des droits de l'homme, quand on a vu dernièrement, des citoyens par les séparatistes du Sud des provinces du Maroc? Alors, donc, je vous remercie. Deux questions alors. Solidarité politique sud-sud et droits de l'homme. C'est pertinente. Qui comprend les deux volets, à la fois le volet civil et le volet politique territorial. Concernant la première partie au niveau de la cohésion sociale, je dirais, africaine, le Maroc est un modèle de premier choix dans le rayonnement au niveau Afrique. Je me souviens, depuis mon jeune âge, et bien entendu, en 1975, c'était la meilleure phrase
que j'ai entendu de ma vie de la part du souverain Hassan II à l'époque, qui disait le Maroc, ses racines sont en Afrique et ses branches rayonnent vers l'Europe et vers le monde entier. Donc, cette belle phrase montre à quel point le Maroc est ouvert, pluriel, divers, varié, et qui cherche à intégrer davantage de populations dans sa diversité. Et donc la mise au point par le souverain Mohamed VI actuellement, qui a donné un nouveau élan à cette ouverture marocaine, à cette intégration marocaine pour une meilleure cohésion sociale des différents peuples, et en l'occurrence les peuples d'Afrique qui vivent au Maroc, cette immigration qu'on appelle immigration de masse, qui est venue au départ, qui cherchait à venir vers l'Europe en prenant des aventures désastreuses où des centaines de milliers ont péri, et ça devenait insupportable de voir à la porte du Maroc, porte vers le monde, ce genre de scénario se produire. Donc, cette initiative royale est venue asseoir la notoriété marocaine en termes de droits de l'homme, de donner plus de droits aux peuples d'Afrique qui sont venus dans des jeunes, des femmes, des enfants qui bénéficient de leur séjour au Maroc, bénéficient de formation professionnelle, bénéficient d'accompagnement pour certains pour le retour dans leur pays pour investir et produire et devenir des acteurs dans le développement territorial de leur nation. Deuxième point, en ce qui concerne la plébiscitation ou le plébiscitine, si on veut dire, de la part de certains séparatistes sur le volet droits de l'homme au Maroc et sur cette image que véhiculent ces séparatistes par rapport à une certaine atteinte, soi-disant, aux droits de l'homme, ils n'ont pas lieu d'être. À la fois, ces séparatistes, à chaque fois, cherchent à salir l'image du royaume, mais ils n'auront jamais gain de cause parce que, de toute façon, toutes les actions sont visibles, transparentes. Les sociétés marocaines diverses et variées vivent dans les provinces du royaume du Maroc depuis la récupération des régions du Sahara marocain pendant la glorieuse marche verte de 1975, une marche de récupération des terres marocaines, des terres d'alliance. Cette récupération a été effectuée en paix, d'une manière pacifique, sans armes, sans guerre. Donc, ce qui veut dire que les droits de l'homme sont à la base de la préoccupation au niveau du Royaume du Maroc, et le Royaume de Maroc a donné encore davantage plus de droits à travers cette intégration des populations africaines dans la nation marocaine. On va essayer de marquer une petite pause musicale avant la dernière question, parce que nous avons un autre intervenant de très très haut niveau qu'on aura au Maroc. C'est Monsieur Marcel Amiato. Donc, je vous remercie. Restez en ligne avec nous, s'il vous plaît. On mettra une petite pause musicale. Merci infiniment.
حلت عيوني بالليل والنهار سيدي بالليل والنهار من فرط هواك النار قلبي ترميل مشرار سيدي ترميل مشرار من ضيبك حلت عيوني بالليل والنهار سيدي بالليل والنهار من فرط هواك النار قلبي ترميل. Nous sommes toujours en direct avec nos amis de l'association Sésame. Sij Mouhi, ahlan wa salam. Merci beaucoup, Abdullah Petri. On vous remercie à tout le monde qui travaille avec vous. Et bon Ramadan à tous et à toutes. Donc, on vous salue de Nancy vers Lyon et pour tout le monde qui nous écoute au Maroc et ailleurs. Merci beaucoup. Et, comme vous le souhaitez, soit on parle en français, soit en arabe, je souhaite simplement connaître un petit peu les difficultés, les problèmes que rencontre votre association et quelles sont les possibilités de les résoudre. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de Sésame et pourquoi, comment et ainsi de suite, mais vous n'avez pas parlé de pourquoi Sésame a été créé. Et Sésame a été créé par des gens, des citoyens comme moi, comme vous, X, Y, lambda et ainsi de suite. Nous, c'est juste après ce qui s'est passé la dernière fois dans les territoires ou bien le Sahara marocain, à cause de ce qu'ils font ces gens-là, à salir notre image. Donc nous, on est des citoyens qui ont le Maroc dans les veines et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a dit, voilà, on peut faire quelque chose. Si moi je fais quelque chose, l'autre fait quelque chose, soit ici, soit en France, en Espagne, partout. Donc tout le monde participe pour contrarier ou bien ce qu'ils disent ces gens-là. Et donc pour que nous aussi, ici en Europe, travailler avec une manière un petit peu plus sophistiquée et plus développée et ainsi de suite. Et voilà. Donc maintenant, la cause marocaine, c'est la cause de tous les Marocains. Donc il faut que tout le monde contribue par tout ce qu'il a. Pour les difficultés, on va parler de ces difficultés après, mais le problème c'est que ce qu'on fait depuis, ça fait 2 ans, 3 ans, donc c'est tout ce qu'on fait, c'est de notre poche. Personne nous a aidés. Il y a Sésame au Maroc qui a fait des actions, qui a fait des projets. Il y a d'autres projets qui sont en veille en attendant que d'autres associations ou d'autres contribuables nous aident un petit peu à voir ces projets. Par exemple, un projet que Sésame veut faire, c'est-à-dire un laboratoire ou un autocar, sous forme d'un autocar qui sillonne un petit peu les régions arides au sud du Maroc pour mammographie, pour le tester ou bien pour les cancers des seins pour les villageois ou les villageoises de ces régions-là. Donc c'est un projet en veille en attendant. Donc ils ont dit que le projet va être concrétisé avec comment ça s'appelle, l'association d'Allah Salma et la fondation d'Allah Salma et d'autres. Et ça, c'est parmi d'autres projets. Et on a un projet qui va être concrétisé bientôt. C'est des jeunes d'Europe, donc de différentes nationalités, qui descendent au Maroc pour visiter un petit peu les villes du Maroc. Il y a 3 autocars qui partent d'ici de Paris, de Strasbourg, de Madrid, qui descendent vers le Maroc. Et donc, comme il me dit, il s'appelle le flambeau de la jeunesse maghrébine pour visiter ces régions du sud et même les régions du Maroc et prendre contact avec les jeunes et jeunesses du Maroc. Effectivement, c'est l'annonce qu'elle a fait Sirchan la semaine dernière. Oui, c'est ça. Donc, notre collègue de Paris, il travaille aussi sur ce projet-là. Donc, on essaie d'être en contact avec lui pour dire ce qu'il pense ou bien de contribuer un petit peu à cette émission. Si vous voulez, donc,
ce que vous voulez, si vous voulez donner un petit peu un historique, un petit peu sur l'histoire du Sahara marocain, et c'est une question évidente que pour nos sésames, je ne sais pas pourquoi on se casse la tête avec ces gens-là qui à chaque fois qui viennent nous salir, qui viennent manifester dans les rues d'Europe, partout, pour dire que le Sahara il n'est pas marocain. Nous, il faut que notre point de vue, il faut qu'on soit ferme avec eux ou avec les gens avec les gens de l'Est du Maroc, à savoir l'Algérie. Donc, chaque fois, on se prend pour des gens gentils, mais eux, à chaque fois, ils montent. Mais nous, il faut qu'on soit ferme avec ces gens-là. Et en plus, il y a d'autres choses que le Sésame défend aussi, c'est les territoires de l'Est, c'est-à-dire le Sahara oriental. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut savoir, à chaque fois qu'on parle avec nos collègues algériens, ils disent non, l'histoire du Sahara, ça ne concerne pas, il faut mettre les points sur table. Donc, c'est quoi ces points sur la table? Oui, c'est Jmouhi, s'il vous plaît, c'est Jmouhi, Allah khalik. Donc il y a le temps qui presse parce que les 14h34 bientôt, on doit rentrer en contact avec monsieur Marcel Amieto au Maroc. Oui. Je vous cache pas la vérité, donc le débat il est très instructif. Moi, je vous propose, si vous le permettez, à l'association Sésame, si les matières un jour vous descendez à Lyon et vous serez dans le CDO, on fait un débat sur la question. De ce débat-là, on va parler ce qu'on souhaite. Exactement. Marhaban, à tout moment. Sachez-le que la radio, surtout l'émission marocaine Arc-en-Ciel, elle est à votre disposition et à la disposition de l'ensemble des associations qui travaillent pour l'intérêt du Maroc, qui travaillent pour l'intérêt de la France, qui œuvrent, voilà, justement, c'est pourquoi vous êtes nous invités, autrement on vous invite pas. C'est dans ce sens, on a bien compris comme quoi vous êtes des gens très sérieux qui travaillent pour la promotion des relations France-Maroc, pour la promotion du Maroc, notre pays d'origine. Et dans ce sens qu'on fait un appel à l'ensemble des associations qui sont sérieuses, qui veulent travailler pour un Maroc propre, pour un Maroc intègre, pour un Maroc prospère, pour l'avenir, Inch'Allah. Oui, vous avez raison, mais je vous parle sérieusement. Nous, ça nous fait mal. C'est des gens du Maroc, ça leur fait rien du tout. Nous, ça nous fait mal quand on voit quelqu'un qui brûle notre drapeau. Je ne sais pas qu'est-ce que les sentiments. Oui, mais ça, vous savez comment ça se passe. Donc, là, on parle de personnes. Ça ne passe rien du tout. Non, c'est Jmouhi. S'il vous plaît. C'est Jmouhi. Ça, c'est des personnes. Nous, on parle d'un niveau très élevé, on parle de coordination, on parle d'association. On voit le drapeau brûlé dans la télévision nationale et des gens qui disent, on dit la Coupe du Monde ou bien je sais pas quoi, le truc. Il faut pas rentrer dans ce débat parce que ça ne servira à rien. On ne peut pas baisser la tête. On veut être ferme avec ces gens-là. Mais il n'y aura pas ni Polisario, ni personne. Donc, on a baissé la tête, mais c'est trop. Tout ça, c'est trop. Je le dis, on est nationaliste des pieds jusqu'au... c'est très bien. C'est un honneur pour... On fait ça, c'est pour la cause marocaine, pour la cause du Sahara marocain. Moi, je ne veux pas voir à n'importe quoi, un X ou un Y qui prend le drapeau et le déchire. Je veux pas quelqu'un qui manifeste devant l'ambassade du Maroc. Je veux pas quelqu'un... Donc, pour moi, c'est des valeurs qu'il ne faut pas toucher. Donc, s'ils nous ont touché une fois, deux fois, trois, mais c'est trop. Quand on voit tirer sur les bergers, sur la frontière, et c'est un petit peu... Non, moi, je veux pas de côté, mon territoire droit. Je parle de ce que je pense. Donc, moi, je te dis, je suis ni politique, ni rien du tout. Je suis comme un Marocain qui vit ici en France, au Maroc, en Espagne ou ailleurs dans le monde. Donc, je dis mon sentiment. On n'est pas des gens qui font de la politique. Moi, je parle d'un citoyen marocain. Et ce qu'on fait pour ce qui est coopération et ainsi de suite,
c'est parce que quand on rentre au Maroc, on voit des gens qu'il faut les aider, donc on essaie C'est Jmouhi, s'il vous plaît, parce que le temps presse, là, on est presque à l'heure, là. Donc, je tiens à vous... je veux écouter sur Moulay Hafed, et après, si vous voulez, un petit peu, si vous voulez... Non, j'arriverai pas, parce que... Non, on est... un petit peu de l'historique du Maroc, et ce qu'on pense, et ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est faire connaître un petit peu... rayonner le Maroc. Il y a aucun doute, si je il y a aucun doute. Il y a aucun doute. On n'a pas de doute par rapport à votre volonté de promouvoir le Maroc. Parce que le temps presse, c'est la raison qui me pousse à bosser un petit peu les choses. Et les 14h38, je dois prendre une autre personne en ligne aussi. Donc c'est la raison. Je tiens à vous remercier infiniment de cette participation constructive. L'essentiel, là, on est là pour travailler ensemble, la main à la main, pour un Maghreb uni, Inch'Allah, pour un Maroc prospère aussi, et pour la paix de Maghreb. Voilà. Oui, donc après, je voulais parler un petit peu un souhait, parce qu'on voulait faire certaines conférences avec certains gens, et peut-être quand Moulay. Monsieur Abdelpef, merci beaucoup de nous avoir reçus. Vous le savez, donc je suis prépare le temps. Si les matières, on prendra une autre fois, Inch'Allah. On vous souhaite très bonne continuation à vous. Nous sommes disponibles à tout moment pour d'autres rencontres, débats. Merci Moulay. Malheureusement, encore, on vous remercie infiniment. Merci Moulay Hafid. Ma'as-salama. Merci beaucoup. Il est 14h43, donc malheureusement on vient de recevoir un mail de la part de notre ami Marcel Amieto qui se trouve dans quelques soucis, qui n'arrive pas à nous joindre. J'espère que tout va bien pour lui. On lui donne rendez-vous à une autre émission. Il est 14h45, nous sommes en direct avec le professeur Abdellatif Fekak. Rebonjour professeur. Oui, rebonjour. Votre chronique de ce jour, oui, je vous écoute. Votre chronique de ce jour, après l'absence de notre invité, M. Marcel Amieto, qui vient de nous envoyer un mail. J'espère que tout va bien pour lui. Pas de problème, on peut toujours, bien entendu. On peut toujours improviser, on est des professionnels du métier. Exactement. Ce que je voulais dire, c'est que pour Marcel Amieto,
c'est que de toutes les façons, en dehors de la contribution, de l'insertion, je dirais sociale et professionnelle des immigrés africains, qui sont une contribution louable pour le Royaume du Maroc, qui sont des actions méritoires qui sont à son crédit, le crédit de l'association, il faudrait bien sûr, c'est une initiative louable qu'on n'a jamais vue dans aucun pays, la création d'un syndicat des étrangers, pratiquement, pour défendre leurs intérêts, pour le respect des droits de l'homme. Il est d'ailleurs secrétaire général de cette association qui s'appelle l'ODT, c'est-à-dire l'Organisation démocratique du travail. La problématique qui se pose pour le Maroc, c'est qu'il y a déjà presque entre 15 à 20% dans la ville d'absence d'emploi. Car le Maroc, vous le savez, il a une économie de rente, une économie, je dirais, beaucoup plus spéculative, et il faudrait qu'il nous aide à passer vers une société entrepreneuriale. Autrement dit, d'une société salariale aujourd'hui, comment passer à une société entrepreneuriale? Et ça, il faudrait y réfléchir pour que les Africains qui viennent en dehors de l'emploi puissent créer leur emploi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'auto-emploi. La deuxième chose qui me semble importante, c'est comment les faire participer donc à une économie beaucoup plus productive. Car s'il y a une pression avec le mouvement migratoire, ça va poser d'énormes problèmes et le Maroc ne pourra pas les supporter à long terme, et d'où probablement des effets pervers du racisme qui intervient. Mais l'immigration a toujours été dans le cadre de la diversité de l'ensemble des pays du monde. Vous avez qu'à s'inspirer des États-Unis. C'est d'abord, comme disait Marx, c'est une pression sur le marché pour que les gens puissent être dans la compétitivité de l'économie, car vous savez bien que dans la mondialisation de l'économie, elle sonne aujourd'hui le glas des États-nations, et elle va conduire inexorablement vers la fin, je dirais, la disparition de la souveraineté des peuples, donc de la négation même du principe de la démocratie pluraliste, si les individus ne contribuent pas. Et il y en a même d'autres comme Fukushima qui avait écrit La fin de l'histoire. Et donc la fin du capitalisme, c'est la fin du travail, c'est la fin du social, c'est la fin du modèle américain, et c'est la fin des États, je dirais, SDF. C'est très important pour le sud du Maroc. Et la fin des États qui sont biodégradables. Donc, s'ils veulent participer, bien sûr, il y a une démocratie, ce qui est très important, mais il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée. Et donc, la pression démographique, l'absence, je dirais, de la démographie au niveau de l'Europe, dans les prochaines années, dans les dizaines prochaines années, selon les études qui ont été faites par la Banque mondiale, l'Europe a besoin en plus d'une dizaine de millions. Mais aujourd'hui, il y a la crise. Que faut-il faire? Et c'est toute la problématique qui se pose pour des pays comme le nôtre, où ils importent déjà 87% d'importation. Et nous ne sommes pas un pays qui produit, qui a des avions. On a beaucoup d'offshoring, on a beaucoup de co-développement, mais ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent. Nous les partageons à hauteur de 50% ou plus. Aujourd'hui, donc, le Maroc a compris qu'il faudrait qu'il fasse le PPP, c'est-à-dire la participation publique-privée, ce qui est louable. Deuxième chose, il y a les premiers contrats qui se sont faits un peu comme la Chine et la Turquie. C'est ce qu'on appelle la compensation industrielle ou l'offset en anglais. Il y a aujourd'hui la création des SDL, c'est-à-dire les sociétés de développement local, car vous le savez, le Maroc lui-même a des gros problèmes, n'arrive pas à gérer l'électricité, l'eau, l'édilité, les secteurs qui sont sensibles, les taxis, le transport, la santé, l'éducation. Alors que faut-il faire? Bien sûr, il faudrait bien qu'il y ait nos camarades, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest. C'est une soupape de sécurité, mais c'est aussi un appel à l'oxygène à d'autres. Mais que peuvent-ils, quelle est leur valeur ajoutée? Et là, il faudrait peut-être réfléchir avec le Maroc, ou dans le cadre africain, à trouver donc un espèce de co-développement pour qu'on puisse retenir au moins les gens chez eux et qu'ils trouvent du travail, et c'est beaucoup mieux. Et la deuxième chose qui me semble extrêmement importante, c'est la participation à une société beaucoup plus
entrepreneuriale que salariale. Exactement, parce que quoi qu'il arrive, il ne faut pas oublier l'initiative royale, monsieur le professeur, sur la régularisation de ces personnes non sans papier. C'était une initiative dans un cadre de solidarité. Donc, les choses étaient claires. Maintenant, on rentre sur un aspect d'une immigration économique. Le Maroc a besoin, comme vous l'avez bien dit, d'entrepreneurs, bien sûr des main-d'œuvre, mais d'entrepreneurs, parce que la main-d'œuvre est assez importante dans notre pays. Et avec la modernisation, vous le savez, dans le cadre de la modernisation, plus on se modernise, plus on a moins d'emplois car c'est remplacé par l'automatisme. Exact. Vous savez, il y a quelques années, la charrette a été remplacée par la voiture, les grues ont remplacé les tâcherons, et ainsi de suite. Le train et la vitesse d'une société fait que finalement, il y a une réserve d'armée de chômage qui se crée à côté. Si on en ajoute en plus, la société ne pourra pas supporter la pression, je dirais, démographique d'une société sans emploi. Et donc ça remet en cause même les institutions démocratiques. Parce que c'est très important. Quand les individus sont dans un pays qui ne trouvent pas d'emploi, vous voyez un peu la tension à l'intérieur qui peut se créer. Exact. Voilà, mais exact. J'ai improvisé un petit peu en fonction des questions. Non, mais c'est la réalité, professeur, il n'y a aucun doute. Voilà. On sait pertinemment, comme quoi simplement, on a bien voulu d'animer un débat avec M. Marcel Amieto, malheureusement, donc il nous a fait défaut. C'est deux choses qui arrivent. Je vais donner la parole, si vous le permettez, professeur, à l'éditorialiste Hamid Chariet, qui a aussi une remarque à faire. Merci beaucoup, Ramadan Karim. Que je l'écouterai. Ah, parfait. À bientôt, c'est Fkak. À bientôt, merci beaucoup. Oui, Hamid. Oui, bonjour, c'est Abdelatif. Oui, je t'en prie. Alors oui, pour aller dans la continuité de ces professeurs Fkak, il faut pas oublier que le Maroc aussi, en 2003, avait, et beaucoup de gens l'ont pas dit, avait adopté aussi une loi sur l'immigration, qui était au niveau législatif, qui était entrée en vigueur en 2003. Et parallèlement à cette réforme juridique, le Royaume aussi avait réformé de manière constitutionnelle par la création en 2004 de la direction de la migration et de la surveillance des frontières. Donc l'État marocain avait expliqué de manière fondamentale la volonté des responsables marocains de faire face aux changements structurels que connaît le phénomène migratoire. Donc le Maroc il est devenu à la fois un pays d'émigration et d'immigration. Donc on a à la fois deux choses. Donc on a des flux migrants qui sont en provenance actuellement de l'Afrique subsaharienne, qui transitent par le Maroc. Et selon les statistiques de l'OIM, nous avons un taux de Nigérians qui est le plus élevé. Donc d'après les statistiques, c'est-à-dire d'après le comité, je crois, international pour le développement des peuples, le CICP, nous avons des Nigériens qui sont à peu près à 15%. Donc après, nous avons des Maliens, des Sénégalais, des Congolais et des Ivoiriens. Nous avons aussi des Guinéens, des Camerounais, des Gambiens, des Ghanéens et des Libériens. Donc, à travers cette enquête-là, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu plusieurs questions. Ces questions-là ont abordé d'abord le statut juridique de ces migrants. Parce qu'il faut savoir que 76% des migrants qui vivent au Maroc sont sans papier, étaient sans papier. Et dans ces 76%, il y a eu 21% qui ont demandé l'asile. Donc en fait, c'est un faible taux de pourcentage. Simplement pour finir en conclusion très brièvement, plaît, oui. Donc dans cette optique d'aborder le problème de la migration subsaharienne, il faut aussi dans cette optique que la coopération nord-nord passe par une aide au pays d'origine et à se développer à l'instauration d'une stratégie internationale sur la coopération du développement qui aura pour objet du développement économique et social durable dans ces pays, comme a dit le professeur Fkek, effectivement, car la démocratie peut être remise en cause à travers un taux de chômage, et nous le voyons en Europe par exemple, à travers un populisme, à monter du racisme. Donc il est important que la question du développement économique et la question sociale durable des pays en développement, et plus particulièrement aussi les plus défavorisés. Donc cette stratégie, elle doit s'articuler autour de plusieurs axes. Parfait. Donc à travers les transports, l'eau, l'énergie, les télécommunications, l'éducation, et sans oublier aussi jouer le rôle par la mise en place des programmes d'échange de jeunes entre les pays africains et européens. Merci Hamid. Merci voilà. Hamid. À très bientôt, la semaine prochaine. Merci. Et puis je remercie aussi mes auditeurs et auditrices
qui sont de plus en plus nombreux et qui nous félicitent car je reçois beaucoup de commentaires dans mon adresse email et à travers aussi des journalistes au niveau international qui nous soutiennent et qui, voilà. Eh ben, l'émission Arc-en-Ciel, c'est une émission internationale qui a pris de l'ampleur dans un laps de temps parce qu'il y a la qualité du travail et la qualité des intervenants. Nous sommes là de travailler d'une manière libre et souveraine pour la promotion des relations France-Maroc, Europe-Afrique. Merci Hamid. Très bien, merci. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع تحية عبد اللطيف الصدقي والمهدي على تكنيك et عبد الحميد الشريط notre journaliste écrivain à Paris le professeur عبد اللطيف الفكاك غني على التعريف بما في الكلمة بمعنى دو كازابلانكا on vous dit à très bientôt ورمضان كريم جميع مستمعينا أينما كانوا. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine chaque dimanche.